Dans cette vidéo, je vais commenter une interview diffusée sur France Culture au sujet des jeux vidéo. Ils ont posé des questions à Vanessa Lalo, qui est une psychologue clinicienne et qui est très rassurante sur le sujet. J'ai choisi cette interview parce qu'elle dure juste 5 minutes et elle aborde beaucoup de thèmes et Vanessa Lalo présente des analyses que l'on retrouve dans la bouche de nombreux intervenants. On commence. Donc dès le départ, on débute avec une question mal formulée, qui englobe tous les jeux vidéo sans préciser si on s'intéresse particulièrement aux jeux violents. Et il s'intéresse uniquement aux comportements extrêmes comme être violent. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'importance de bien formuler les questions. Les jeux vidéo ne rendent pas violents. En tout cas, les études ne montrent pas de lien de causalité entre un jeu violent et un comportement violent. Quand on n'entend pas de causalité, ça signifie qu'elle fait référence à des études corrélationnelles qui ont trouvé un lien entre les jeux violents et l'agressivité. Et elle n'évoque pas toutes les études expérimentales, comme la plupart des personnes qu'on interviewe sur le sujet. 90% des jeunes aujourd'hui jouent à des jeux vidéo tout court. Donc c'est extrêmement difficile de mettre en avant cet argument-là. Ce qu'on peut montrer, c'est que le jeu vidéo, avec la compétition que ça induit, parce qu'on veut dépasser l'autre, parce qu'on veut tuer l'autre, parce qu'on veut être meilleur que l'autre, va pouvoir créer une certaine agressivité, mais que ce soit sur Candy Crush, sur Mario Kart ou sur un jeu vidéo où on tue à la première personne, le résultat sera le même. Le résultat sera le même, mais pas du tout en fait. Après, si on s'intéresse uniquement au comportement extrêmement violent, c'est normal que le résultat soit 0, avec un bel effet plancher. Comme on l'a vu dans mes autres vidéos, des jeux différents ont des effets différents. Par exemple, il y a des différences entre des jeux neutres, comme des jeux de plateforme, et des jeux coopératifs. Dans sa réponse, elle ne prend en compte que l'énervement dû à la compétition ou à la frustration de perdre. Mais il n'y a pas que ces paramètres qui rentrent en jeu. Les chercheurs ont aussi comparé des jeux compétitifs comme des jeux de tennis ou des jeux de course où on peut être frustré de perdre et des jeux violents où on peut aussi être frustré de perdre. Et les effets sont différents. Donc en tout cas, le jeu vidéo ne va pas rendre violent à proprement parler. Au contraire, on a pu prouver que depuis les années 90, à chaque sortie d'un jeu vidéo violent, on observe une baisse de la criminalité, en tout cas aux États-Unis. Mais ça veut dire que leur niveau de criminalité doit être à moins 8000. Bon, après, je suppose que ce n'est pas vraiment ce qu'elle a voulu dire. En fait, elle fait référence à des études qui ont de gros défauts et qui n'ont globalement pas trouvé de lien entre la sortie de quelques jeux violents et des changements de criminalité au niveau national. Ils ont juste parfois observé un léger fléchissement des agressions pour une petite partie des jeux, mais rien de flagrant. Et c'est d'ailleurs normal de ne pas observer des variations significatives quand il y a une consommation continue de jeux violents. Ensuite, elle a dit depuis les années 1990. Et je suppose qu'elle doit faire référence à une publication de Christopher Ferguson, encore lui, qui a publié ce graphique où on voit l'augmentation des ventes des jeux vidéo depuis 1990 et une baisse de la criminalité aux États-Unis pendant la même période, qui est ici en rouge. Je vous renvoie à cet article si ça vous intéresse pour envisager des causes plus sérieuses sur la diminution des agressions aux États-Unis sur cette période. Un autre point qui est amusant, c'est que quand ils observent une corrélation entre la consommation de jeux violents et l'agressivité, ils précisent toujours qu'une corrélation n'est pas causalité et que ce n'est pas une preuve, mais quand il s'agit d'une corrélation rassurante entre le nombre de jeux sortis et la baisse de criminalité, là il n'y a plus de précaution. On peut sous-entendre sans problème que l'augmentation des jeux vidéo diminue la délinquance. Le média peut être violent, mais c'est un reflet de la société. Si on achète des jeux violents, c'est aussi parce que le quotidien fait violence. Ça ne veut pas dire en tout cas qu'on va aller développer des problématiques psychiatriques associées ou qu'on va aller passer à l'acte. Au contraire, c'est un effet aussi défouloir. Et comme on gagne en estime de soi, parce qu'on gagne des points, qu'on se sent mieux, qu'on est en lien social avec d'autres personnes, alors que finalement notre environnement n'est peut-être pas toujours favorable, eh ben, ça va potentiellement faire baisser justement l'agressivité ou la violence des individus. Alors là, on nous refait le coup de l'effet cathartique, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, ça n'existe pas. Par exemple, une méta-analyse de 2024 montre que se défouler n'est vraiment pas efficace pour réduire sa colère et que ce sont les activités les plus calmes qui sont les plus efficaces, comme les jeux vidéo calmes. En fait, quand quelqu'un de très énervé joue à un jeu nerveux, il finira par se calmer à un moment ou à un autre. Mais ça ne sera pas grâce au jeu, ce sera juste un retour à la normale. Et le jeu nerveux aura ralenti ce retour à la normale. C'est comme avec de la musique. Si vous voulez vous calmer, vous écouterez plutôt du métal. Ou de la musique douce.
Et dernière remarque, il montre des extraits de League of Legends en disant que ça calme les joueurs, alors que c'est justement un jeu légèrement réputé pour rendre les joueurs sacrément vénères. Je vous mets des extraits de témoignages sur League of Legends dans la description si vous voulez en savoir plus. Alors Brivix s'entraînait sur Call of Duty, mais non pas pour aller tuer des personnes, c'était plus le côté stratégique de vérifier quels étaient les flux de personnes, comment ils allaient s'échapper. Donc c'était plus la mobilité dans l'espace qui l'intéressait. C'était pas le jeu à la première personne, violente en tout cas, qui suscitait ce mécanisme-là. C'est quelqu'un qui avait une problématique psychiatrique de l'ordre de la schizophrénie paranoïaque, et c'est plutôt ça sur lequel on devrait travailler, les problématiques de santé mentale, la prévention qui aujourd'hui n'est de moins en moins effectuée, plus que d'aller s'alarmer sur les jeux vidéo. Alors c'est vrai qu'il y aura toujours des facteurs beaucoup plus importants pour ce genre d'événement, mais ce n'est pas en disant qu'ils pouvaient s'entraîner à étudier comment les gens allaient s'échapper qu'on rassurera le public. Après, sur ce sujet des tueries de masse, c'est assez agaçant de voir que d'un côté, il y en a qui affirment que c'est la cause, et de l'autre, il y en a qui affirment que ça réduit l'agressivité ou qu'il n'y a pas d'effet. Ça serait bien un jour d'arrêter de passer d'un extrême à l'autre en disant simplement que les jeux violents ne nous aident pas à nous remplir d'amour, et il y a plein d'autres facteurs plus déterminants pour ce genre de passage à l'acte. Là encore, on a le droit à une super question. Il suffit d'aller regarder la définition du mot « drogue » pour voir que ça concerne des substances que l'on peut ingérer, et donc forcément la réponse est non. Je préfère parler de pratiques excessives plutôt que d'addiction. Quand l'Organisation mondiale de la santé a parlé de gaming disorder, ça a tout de suite été traduit en France par addiction aux jeux vidéo, alors que la traduction réelle et littérale, c'est trouble du jeu vidéo. Et pour qu'il y ait un trouble du jeu vidéo, il faut vraiment qu'il y ait un surinvestissement du jeu au détriment de la vie affective, familiale, scolaire, professionnelle, etc. sur une durée au moins de 12 mois. Or, 12 mois vraiment en excès, en ayant entièrement plus aucune autre activité, ça reste extrêmement rare. On voit au niveau des études qu'on a entre 1 et 2% de la population qui finalement pourrait avoir un trouble du jeu vidéo, ce qui reste finalement extrêmement faible. 1 à 2%, ce qui est extrêmement faible, ça dépend comment on présente les choses. Comme il y a plus d'1 milliard de joueurs sur la planète, ce 1% représente quand même des millions de personnes. La meilleure prévention autour des risques liés aux jeux vidéo, c'est de parler les uns avec les autres, de mettre du dialogue et de s'intéresser à ce que font les jeunes. Avec qui ils jouent, est-ce qu'ils dépensent de l'argent, comment ils jouent, est-ce qu'ils sont classés, est-ce qu'ils sont bons. S'ils passent leur temps à perdre, ils vont aussi mal que s'ils perdent leur match de foot dans la réalité, il faudra les consoler. Et s'ils gagnent à longueur de temps et qu'ils sont dans le top 8 France, peut-être qu'il faudra mettre le trophée sur la cheminée comme on l'aurait fait avec le foot, le rugby ou le conservatoire de musique. Alors la question c'était, mon ado passe sa vie à jouer à Fortnite, c'est inquiétant. Et elle parle de prévention, mais si ça fait des mois, voire des années que son ado passe sa vie à jouer, on n'est plus dans de la prévention. Et dans ce genre de situation, juste mettre du dialogue ne suffira pas forcément pour contrer l'envie de jouer. En ce qui concerne le jeu vidéo, si on joue 1 heure par semaine mais qu'on ne pense qu'à ça toute la semaine, ça va être potentiellement très compliqué et générer un trouble. Si par contre on joue 12, 13, 14 heures par jour parce qu'on est un joueur professionnel, on n'aura aucun trouble parce que c'est cadré, on s'entraîne d'une manière sportive, avec une équipe, avec une hygiène de vie. Alors si on est obsédé par un jeu et qu'on n'y consacre qu'1 heure par semaine, on ne validera jamais les critères d'un trouble du jeu vidéo. Comme elle l'a dit, il faut un comportement massif qui dure plus d'1 an. Et il y en a beaucoup qui redoutent une surpathologisation des jeux vidéo, alors qu'il faut vraiment valider des critères extrêmes pour avoir un diagnostic. La réalité sociologique du jeu vidéo, c'est que la moyenne d'âge est de 34 ans, que les femmes sont à 48% joueuses et que du coup on est très loin de ce qu'on peut considérer comme être le joueur de jeux vidéo. Le joueur moyen n'est pas du tout celui auquel on pense parce que le jeu vidéo, encore une fois, est pluriel et qu'il y a tellement de sortes de jeux vidéo qu'en fait on peut tous être joueurs aujourd'hui. Alors il y a 48% de femmes parmi les joueurs, mais elles n'ont pas la même moyenne de temps de jeu que les hommes. Les hommes jouent beaucoup plus et ce sont eux qui représentent les cas les plus extrêmes. Les recherches montrent tout et son contraire parce qu'on n'a pas forcément toujours ni les bons échantillons ni les bons jeux. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir une recherche globale, mondiale, qui utiliserait systématiquement le même jeu vidéo. Aujourd'hui, certains vont utiliser un jeu de voiture, d'autres un jeu violent, d'autres un autre jeu violent. Et en fait, comment peut-on comparer avec des échantillons aussi faibles et des méthodologies pas toujours très fiables un jeu vidéo? Et en plus, il faut bien comprendre aussi qu'on a tout l'environnement, que c'est multifactoriel. Si on veut
veut regarder si un jeu vidéo rend violent, il faudrait savoir ce qu'on a mangé et bu dans la journée, qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans au préalable, est-ce qu'on a été soutenu par son entourage, est-ce que ça va bien à l'école, est-ce qu'on a une vie affective qui va bien. Ça, c'est vraiment multifactoriel, donc ça rend très compliqué finalement de prouver un certain nombre de choses en sciences sociales. Même si le comportement d'une personne dépend de nombreux paramètres, les études expérimentales permettent justement de neutraliser beaucoup de facteurs en construisant des groupes homogènes et en comparant un jeu avec un autre. Et si on retire les publications de Ferguson, il n'y a pas tant d'incohérences que ça. Il y a surtout des débats sur les interprétations des résultats pour savoir s'ils sont trop faibles pour que ça vaille le coup de s'en préoccuper ou s'ils méritent notre attention. Voilà pour cette vidéo qui donne une petite idée des désaccords qu'il peut y avoir sur le sujet. Après, je rappelle que Vanessa Lalo n'est pas du tout la seule à tenir ce genre de discours, mais on avait ici un bon résumé des déclarations ultra rassurantes. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce type de format où je commente les interviews des autres, ou si vous trouvez ça trop long. Dans la prochaine vidéo, on parlera des jeux FOMO.